Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique en présence d'Audrey Hutinet. Bonjour Audrey, Bonjour Stéphane. où nous allons parler cette fois des 5 fausses croyances liées à la naissance. Avant de commencer cette chronique, je voudrais qu'on réponde à la fameuse question qu'on s'est posée lors de la dernière chronique ensemble, où je te demandais, Audrey, si tu savais à ta connaissance, du moins, quel était le bébé le plus gros qui est né. Alors, je n'ai pas osé te donner ma réponse parce que j'avais un doute. Tu as fait des recherches, tu en as fait en parallèle. Alors, est-ce que tu peux annoncer les poids que tu as constatés? Oui, alors j'ai regardé du coup par voie basse, par voie vaginale, et le plus gros bébé qui est né et qui a survécu faisait 10,2 kg. Alors après, on a des bébés, voilà, ça peut osciller du coup 6, 7, et puis il y a un bébé qui est né à 13 kilos, mais je pense pas par voie vaginale parce qu'un obstétricien, l'intervention d'un obstétricien a été nécessaire. Mais du coup, là, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont très impressionnants. Et à ce moment-là, je me demande quelle est, voilà, si certaines de ces femmes n'ont pas eu un véritable diabète de grossesse et donc elles ont mis au monde des bébés gras. Et c'est intéressant de voir comme, bah, en tout cas pour un enfant qui faisait 10 ou 11 kilos, lui n'a pas survécu, voilà, a vécu quelques jours ou quelques heures et donc voilà, finalement, ça emmène bien au-delà des 4 kilos notre perception des gros bébés. Donc c'était intéressant Oui, c'est vrai que je n'avais pas voulu donner la réponse parce que moi j'avais un souvenir d'un bébé de 11 kilos, mais j'ai eu un doute profond par rapport à ce que vous évoquiez lors de la chronique précédente sur la démystification de la peur du gros bébé. Finalement, je pense qu'on a bien fait de scinder la réponse dans une autre chronique parce qu'on aurait peut-être pu réveiller la peur du gros bébé à nouveau chez certaines. Et non, non, rassurez-vous, ce ne sont que des exceptions. Nous sommes bien d'accord, Audrey. Oui, oui, tout à fait. Allez, on reprend sur les 5 fausses croyances de la naissance. Alors, ben, première question, quelle est selon vous la fausse croyance la plus tenace et la plus dommageable concernant l'accouchement? Alors la plus tenace et la plus dommageable, c'est celle que le corps de la femme ne peut pas enfanter seul son enfant. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, quand on a envie d'enfanter physiologiquement, enfanter à la maison et qu'on va le partager à ses proches, bah, on a souvent des réactions du style mais non, vous pouvez pas faire ça, mais tu te rends pas compte. Ou alors il y a aussi en fait finalement cette croyance que ça va faire mal et qu'on n'aura pas la capacité en fait de traverser ces sensations que un peu il y a voilà, il y a cette croyance que la femme enfante dans la douleur et c'est un fardeau. Il y a un peu cette caricature-là bah, qui provoque aujourd'hui en fait l'appel à la péridurale à des taux de 80 à 90% pour les femmes qui enfantent en France. Ce qui est très élevé. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vraiment je pense, cette peur de la douleur et cette relation à la douleur qu'on a bah, coupée de plus en plus. Voilà, aujourd'hui, on essaye à chaque instant bah, d'éviter voilà, les sensations douloureuses. Alors que, bon, voilà, certaines cultures, certains peuples qui utilisent en fait bah, l'épreuve du corps pour atteindre une forme de transcendance et voilà pour atteindre une forme de spiritualité vécue et c'est très intéressant dans aussi la façon dont on va se percevoir dans son corps, dans la capacité de notre corps, la capacité de notre être à dépasser la douleur, l'inconfort. Est-ce que dans les croyances auxquelles on fait référence, il peut y avoir également la peur du corps qui soit déformé par comment dirais-je, le fait d'être enceinte puis d'accoucher, et cette crainte de ne pas retrouver son corps originel? Oui, il y a cette peur-là. Après, dans ma perception,
Oui, je pense pas que ce soit la plus dommageable et la plus tenace, mais effectivement, alors c'est présent pour l'allaitement. Certaines femmes ne veulent pas allaiter parce que elles ont peur que ça va déformer leur poitrine, et il y a certaines histoires d'enfantement où où les parents demandent une césarienne programmée pour que le vagin de la femme ne soit pas déformé. Et ça, c'est vraiment des... Enfin, moi, ça m'informe que la perception de ces personnes-là par rapport à leur corps est très altérée. En fait, il y a vraiment une magie du corps féminin qui va revenir à son état d'origine à partir du moment où il est en santé, et à partir du moment aussi où on va l'accompagner. Il y a une forme de rééducation à faire après l'enfantement, mais qui est pas, voilà, un peu, c'est pas de la rééducation comme de façon dramatique comme on peut l'entendre avec ce mot-là, mais c'est plutôt un accompagnement de la restructuration du corps, et de même en profiter de ce moment-là pour avoir une restructuration meilleure qu'au départ. Comment ces fausses croyances peuvent-elles influencer négativement le vécu de la naissance pour la maman et le bébé? Et bah, c'est dans le cas où les personnes veulent enfanter physiologiquement, ces fausses croyances, elles peuvent en fait les faire glisser de leur projet idéal, et du coup créer un peu des frustrations si ces personnes elles ont finalement enfanté par une voie plus médicalisée, ou voilà, d'une autre façon que celle désirée à l'origine. Et bah ça peut être potentiellement traumatisant. Euh, voilà, quand on veut naître, on veut donner naissance physiologiquement et qu'on se retrouve en césarienne, ben, c'est très très éprouvant en fait. Et la césarienne aujourd'hui, elle arrive aussi pas seulement dans des vrais cas d'urgence, mais aussi par le système du toboggan des interventions, qui est basé surtout sur de la peur en fait. On a peur, donc on va enrayer le processus physiologique normal de l'enfantement. On va se mettre à sécréter de l'adrénaline qui va couper la route à l'ocytocine naturelle, et là on fait ralentir l'enfantement, et là on part en césarienne. C'est un historique assez fréquent. On vient de parler de l'influence négative du vécu de la naissance pour la maman, mais pour le bébé plus précisément. Bah là, en fait, les deux sont liés. En fait, on a toutes les émotions que va ressentir la mère, elle va produire les hormones qui vont le faire vivre à l'enfant. Et il y a aussi, en fait, à partir du moment où on cède aux peurs, aux doutes, on dérive dans un enfantement qui ne nous ressemble pas, qui est plus médicalisé, on court-circuite la physiologie, donc on va entraver le bon développement, le bon épanouissement du système nerveux du bébé, du système hormonal, digestif et pulmonaire. Et ça a des impacts sur tout l'état psychologique du bébé ensuite. Parce qu'il n'y a pas une... Vous savez, c'est comme la métaphore du papillon un petit peu. On dit, quand on voit un papillon se débattre dans une chrysalide, si on cisaille la chrysalide pour l'aider à sortir avec toutes les bonnes intentions du monde, on va en fait empêcher cette pression autour du corps du papillon, qui va permettre que ses ailes soient pleinement irriguées en sang, et qui puisse faire son vol complètement. Alors que si en l'empêchant, les ailes ne vont pas se déployer et il pourra jamais voler. C'est ce qui se passe dans les poumons de l'enfant en fait. De passer par le canal de naissance, ça va optimiser le déploiement des poumons, et c'est pour ça que la césarienne peut engendrer des problèmes d'asthme et ce genre de choses. Comment travaillez-vous avec les futures mères pour les aider à identifier et à se défaire de ces idées préconçues? Bah, d'abord, alors moi, voilà, je peux pas dire comme ça de prime abord si ces peurs-là, elles sont dans l'être des parents que j'accompagne, mais du coup, j'ai pour habitude de leur demander quelles sont leurs peurs. Donc, au début, ils sont pas forcément conscients, mais en visualisant, en s'imaginant sur le moment,
Là, on peut faire ressortir les peurs plus ou moins profondes qui habitent les personnes et de nouveau de leur fournir la connaissance, la physiologie, de dire comment ça marche et pourquoi ça ne marche plus. C'est ça qui va leur redonner confiance et aussi de leur donner des récits de naissance où les choses se sont bien passées, où les choses ont été transmutées. Ça va permettre de nourrir leur confiance et de construire de nouveau cette foi en eux, cette détermination à vivre ce qu'ils ont, voilà, ce qui les appelle vraiment. En quoi la renaissance de la mère que vous évoquez est-elle directement liée à la déconstruction de ces mythes autour de la naissance? En déconstruisant ces fausses croyances, c'est là qu'on s'offre la liberté de vivre son idéal concrètement, pas seulement, voilà, vraiment dans le corps de façon intense. Et du coup, on vit une expérience qui nous fait vivre quelque chose qu'on pouvait ne pas s'autoriser jusque-là. Et c'est là que c'est vraiment une transmutation. Par exemple, je prends l'exemple de la psychologie, mais quand on transmute ces croyances limitantes, ces traumas par le simple pouvoir de l'esprit, ça peut prendre plus longtemps parce que c'est pas complètement incarné. Quand on a vécu une expérience et que d'un seul coup on vit l'opposé, ça ouvre le champ des possibles de façon instantanée, j'ai envie de dire. Ça prend pas des années et c'est ce que peut permettre l'enfantement physiologique quand il est désiré et quand il est voilà, bien accompagné et bien vécu, quoi. C'est ça pour moi cette notion de renaissance en fait. Merci Audrey Hutilet. Merci à vous. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle chronique dédiée cette fois à l'enfantement d'un bébé en siège. Au revoir. Au revoir.